BNY Mellon, Bank of New York Mellon, affiche une croissance continue de ses bénéfices. Au deuxième trimestre, le bénéfice par action a progressé de 17%, atteignant 1,52$ contre 1,30$ l'année précédente. Cette performance est attribuable à une augmentation de 2% du chiffre d'affaires total et dépasse les prévisions de 1,30$ par action. Donc la gestion rigoureuse des coûts se traduit par une baisse de 1,3% des charges non liées aux intérêts, ce qui est important. Oh, vous ne savez pas, on analyse les bancaires dans le programme d'accompagnement. D'accord. Donc, les commissions de services d'investissement restent un point fort, avec une augmentation observée dans le segment marché et gestion de patrimoine, ainsi que dans la division services aux valeurs mobilières. Posez-vous toujours la question de savoir comment est-ce que la bancaire gagne de l'argent. Ce n'est pas qu'une question de taux d'intérêt. OK? Donc, les revenus des opérations de change affichent également une forte croissance de 16% par rapport à l'année précédente et au trimestre précédent. Alors, la croissance du bénéfice par action devrait se poursuivre grâce à la mise en œuvre de nouvelles stratégies et au rachat d'actions. Donc, la direction vise à instaurer une culture de croissance plus forte en encourageant une collaboration accrue entre les différentes catégories de produits et secteurs d'activité. La présence géographique étendue de BNY Mellon Donc, la présence géographique de BNY, dans savoir Bank of New York Mellon, et sa gamme diversifiée de produits financiers offre un potentiel considérable pour accroître la pénétration des produits auprès de la clientèle. Le rachat dynamique d'actions avec près de 50 millions d'actions acquises au premier trimestre devrait également contribuer à la croissance du bénéfice par action. Donc, pour célébrer son 240e anniversaire, j'allais dire 240e, non, c'est 240e anniversaire. La banque a annoncé une augmentation de 12% du dividende. Et vous savez que sur cette chaîne, l'augmentation du dividende ici ne nous fait pas, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la pérennité des bénéfices nets flash free cash flow qui nous intéresse. Sur les bancaires, ici, on parle plus de bénéfices nets parce que regardez les free cash flow sur les bancaires, c'est inutile. D'accord? Parce qu'elle fait de l'argent avec de l'argent, elle ne vend pas à crédit. OK? Donc, cette institution financière mondiale maintient une politique de dividendes stable et en croissance avec une 14e année consécutive de hausse du versement. Moi, ça ne me dérange pas qu'une entreprise comme BNY réduise son versement. Parce que si on regarde à peu près 14 années, la dernière fois qu'on a eu une réduction, c'était pendant la pandémie. Ah non, excusez-moi. Pendant la crise financière de 2008. Et donc, ça a duré de 2008 à 2010 ici. Donc, c'est normal un tout petit peu qu'on ait eu un ralentissement. Mais quand vous regardez une compagnie qui coupe un dividende ou bien qui réduit le dividende, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est judicieux? D'accord? Donc, le taux de distribution qui s'établit autour d'un tiers des bénéfices, à savoir on est aux alentours de 33%, donc on peut même doubler par rapport à ce qu'on a présentement, suggère une marge de manœuvre importante pour une croissance continue des dividendes. Donc, pour ceux qui aiment les dividendes, BNY peut en offrir énormément. Et généralement, chez les bancaires, c'est normal d'avoir un rendement de dividende élevé. Qu'est-ce que j'appelle un rendement de dividende élevé chez une bancaire? C'est quelque chose aux alentours de 5%. Ou bien quelque chose, d'accord, par rapport, quand vous prenez ici le bénéfice net moyen par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous avez un rendement. Si vous avez un rendement supérieur à 5%, ça veut dire que c'est très élevé. Donc, BNY présente une performance financière solide, caractérisée par une croissance des bénéfices et des dividendes. La direction met en œuvre des stratégies prometteuses pour soutenir la croissance future, notamment en favorisant une culture de collaboration et en procédant à des rachats d'actions. La solidité financière de l'entreprise et sa politique de dividendes en font une option à considérer pour les investisseurs avisés. N'oubliez pas, la réduction des taux d'intérêt aura un impact négatif sur ce genre d'entreprise à court terme, comme l'augmentation des taux d'intérêt également a eu un impact positif à court terme. Mais à long terme, ces entités sont très bien positionnées pour survivre. Donc, si on doit regarder ici le bénéfice net, etc., donc c'est BNY, Bank of New York, c'est ça, Bank of New York Mellon, c'est BK, ticker symbol. Donc, qu'est-ce que je regarde?
comme je dis toujours ici, je prends un raccourci parce que j'en ai parlé dans l'accélérateur et on va avoir tendance à en parler à nouveau. Savoir donc au programme d'accompagnement qui se trouve en description de la vidéo où vous pouvez retrouver la watchlist, demande d'analyse quantitative, les analyses de portefeuille sur demande, l'accompagnement, la communauté premium, les analyses sectorielles ainsi que les notes d'analyse. Si vous avez des questions, vous réservez un appel. Et si vous voulez commencer par le début, c'est toujours bien de commencer par le pack du débutant. Note d'analyse, vous avez ici dans le pack du débutant, vous avez comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers et une formation thématique sur les rates. Et à ce niveau-ci, nous avons 11 formations thématiques. Donc, savoir, on analyse chaque secteur d'activité de manière particulière. Parce que tous les secteurs d'activité s'analysent d'une certaine façon. Vous ne me croyez pas? Faites l'expérience avec vos propres portefeuilles. Vous avez également la watchlist qui vient avec une formation sur la lecture des rapports financiers parce que c'est bien de savoir quelles sont les entreprises que je dois acheter. Mais si vous ne savez même pas comment faire pour lire un rapport financier, vaut mieux commencer par là. Et vous avez la top newsletter où je partage vraiment des analyses ici, concurrentielles. C'est bien de savoir, oh, elle a un mot, c'est quality, machin, truc. Mais comment est-ce que je peux déterminer que c'est quality? Je me base sur quoi? D'accord? On l'a déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, on revient ici sur à peu près biquer l'évaluation. Et comme vous l'avez vu, je vais toujours commencer par le Net Interest Income, à savoir quel est le pourcentage de revenus issus du différentiel sur les taux d'intérêt, à savoir qu'est-ce qu'on paye en dépôt, qu'est-ce qu'on reçoit en prêt. Et c'est 23%. Donc, c'est-à-dire qu'une grosse partie de ce que ces compagnies rapportent provient des activités autres que les taux d'intérêt. Et donc, si vous devez l'évaluer ici, son tangible book value sera généralement supérieur à 2 fois, à 1, même pas 2 fois, sera généralement supérieur à 1. Donc, si on regarde ici le tangible book value per share en date d'aujourd'hui, on a quelque chose en dessous de $20. Et si on regarde ici le tangible book value ici, le price to tangible book value, on a un ratio aux alentours ici de 3,7. Je pourrais même dire qu'on pourrait même aller à 4, littéralement. OK? Et ça se voit par rapport aux intérêts. D'accord? Donc, ici, je dirais même que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Parce que si on doit l'évaluer, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, nous avons à peu près, je regarde également le return on equity. Et je rappelle qu'il y a des éléments que je vais volontairement sauter parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, nous avons aussi un ROE aux alentours de 8, ce que je n'aime pas. Mais sur le ROE, sur les bancaires, il faut toujours les ajuster en prenant le ROTE. Et donc, ici, si on a des tangible book value, par exemple, les intangibles, le total des intangibles ici est de combien? 21 milliards. Equity. Non, je vais prendre ici book value. Book value. Même pas. Enfin, ça, c'est le tangible book value, en fait. En fait, le return on equity ne prend pas en considération les actifs tangibles. Il faut faire attention ici. Donc, il est sensiblement bien plus élevé que ce que je vois ici aujourd'hui. Parce que si je prends le book value, pas le tangible, bon, je prends le book value par action ici, ça donne combien? $49. Et nous avons ici un tangible book value de combien? Tangible book value par action de combien? Aux alentours ici de $20. Donc, nous avons $29 issus ici des actifs intangibles. D'accord? Et donc, ce $29 aura un impact sur ce montant. OK? Donc, si on prend 29 divisé par 49, ça donne à peu près 59. Et donc, si on prend le 8, disons qu'on prend ici le ROE, disons, on le dit ici par 0,6. Enfin, je pense bien, c'est ça. Hein? 20. Ouais, c'est ça. Ça donne à peu près. Donc, nous avons un ROTE plus supérieur à 10%, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, si on voulait l'évaluer ici, on fait simple. Net income, on va normaliser les résultats, normalement. OK, on prend ça. Sur les 10 dernières années, nous avons quelque chose en tout de 3 milliards 400. 3 milliards 400, c'est à 10 fois les bénéfices, c'est 34 milliards. Plus, non, je le divise, excusez-moi, par le nombre d'actions, avant de faire plus, 767 millions d'actions, divisé par 0,767. Ça donne $44
plus le tangible book value. Ça donne combien? Book value par action, à savoir à peu près aux alentours de $20. Donc ici, plus 20. Ça donne $64 l'action. Ce qui veut dire ici que par rapport à la capitalisation boursière, c'est plus ou moins, je dirais qu'on est correctement évalué ici. Parce qu'on prend la situation actuelle. On ne prend pas en considération la croissance future. Et le ROE a tendance à croître, le book value a tendance également à croître. Donc je dirais ici que The Bank of America Mellon Corporation est correctement évalué. Au prix actuel, c'est intéressant du point de vue dividende, surtout si cette compagnie peut maintenir $3,40 milliards par rapport à la capitalisation boursière ici à 55 milliards, comme vous pouvez voir ici. C'est un rendement sur coût de 6%. Donc, ça va. Rien d'exceptionnel non plus. Mais ça reste une entreprise que j'aimerais avoir en portefeuille parce qu'elle représente ici un risque systémique. Tout simplement parce que c'est le genre d'entreprise parmi les bancaires qui va avoir tendance à disparaître en dernier. Si on regarde le niveau de dépôt ici, total deposit, ça représente combien? Aux alentours ici de 300 milliards par là. C'est beaucoup. Quoique je préfère les entreprises qui sont aux alentours de 1 trillion. Mais bref, The Bank of America en date d'aujourd'hui, si vous recherchez un dividende, le prix est intéressant. Si vous recherchez le dividende et la performance, bof, c'est correct. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai dit en description de la vidéo, vous avez le programme d'accompagnement. Si vous avez des questions par rapport à celui-ci, vous réservez un appel. Et comme j'ai remarqué ici, comme je l'ai dit tantôt, le pack du débutant, à la fin de l'année, de cette année, il ne sera plus disponible. Okay, vous aurez uniquement la watchlist qui vient quand même avec une formation sur la lecture des rapports financiers. C'est l'antichambre ici du programme d'accompagnement. Parce que c'est bien de regarder la watchlist ici. D'ailleurs, c'est bien de savoir, ah oui, avec les target price, ça vaut tel, mais vous ne pouvez pas aller loin avec si vous ne savez pas lire un rapport financier. Et dans l'accompagnement, dans l'accélérateur, on pratique essentiellement. On ne vend pas du rêve. On pratique matin, midi, soir. D'accord? Si vous avez des questions, réservez un appel et on va y répondre. Et pendant que vous êtes sur cette chaîne, n'oubliez pas, vous avez la top newsletter où on partage des analyses ici concurrentielles. Et en description de la vidéo, vous avez le lien vers le compte Instagram où j'ai l'habitude normalement de répondre à vos questions. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.